OK. Alors, bonjour à tous. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Sarah et Kaliane, donc mon Bonjour. associée. Alors, aujourd'hui, on parle là, vraiment d'un sujet qui nous interpelle énormément. Donc, on en entend souvent parler, la concentration fragile, un manque de concentration. Donc, aujourd'hui, on va discuter de ça, on va démystifier quand même quelques petites choses. Puis, sachez là que ce webinaire-là, c'est pour tout le monde. Donc, vous avez des questions, vous avez justement des expériences que vous voulez partager avec nous sur vos enfants, quelque chose que vous vivez dans votre quotidien. C'est vraiment un lieu d'échange pour qu'on puisse s'entraider là tout le monde ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas là, à ouvrir le micro, à poser vos questions à n'importe quel moment durant le webinaire. Là, c'est un bon moment. Donc, donc voilà. Alors, la concentration, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, c'est le sujet de la rencontre aujourd'hui. Donc, on va vraiment traverser les différentes étapes. Premièrement, on va comprendre c'est quoi la concentration. Donc, c'est un apprentissage. Puis, par la suite, on va aller justement voir quand la concentration devient un défi. Donc, qu'est-ce qui se manifeste? On va partager avec vous aussi là, des stratégies concrètes pour soutenir l'attention au quotidien chez les enfants. Puis, comment nous, l'éducation, on soutient le développement justement de l'attention et de la confiance en soi chez les jeunes. Donc, quelle stratégie est-ce qu'on met en place? Alors, ben d'abord, on va se présenter. Donc, alors moi, je suis enseignante là au primaire. Bon, depuis 10 ans, mais en fait, c'est 11 ans les deux. Il faut qu'on le Donc, change. on va le changer effectivement. J'ai aussi une formation comme professeur de yoga, donc tout ce qui touche à la gestion des émotions, l'anxiété de performance, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant avec les enfants, avec les jeunes. Puis, bon, j'ai une grande passion aussi pour tout ce qui est la musique, le chant, donc une artiste. Alors, Kali, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kaliane. Je suis également cofondatrice chez l'Éducation, enseignante au primaire depuis 11 ans aussi. Je suis également certifiée en psychologie. J'ai travaillé comme technopédagogue aussi pendant plusieurs années, donc tout ce qui touche aux technologies de l'éducation. J'ai également fondé une entreprise au Chili, un pays où est-ce que j'ai habité pendant 10 ans, qui s'appelle Divertiprof, qui touche à tout ce qui est montagne, éducation, nature. Et ma grande passion est donc justement l'alpinisme et les expéditions en montagne. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, on va commencer en fait là pour comprendre un petit peu bon la concentration. Sachez là que ce document-là, vous allez le recevoir. Donc, pour ceux qui sont dans notre programme, donc sur la plateforme dans l'espace parent, vous allez retrouver le webinaire avec la rediffusion. Donc, et l'outil qu'on va vous partager là par la suite. Et on envoie toujours là aussi un courriel après les webinaires, donc avec le lien de la rediffusion. Donc, si jamais vous avez aussi là des familles, des amis pour qui vous pensez que ce serait un outil qui les aiderait, ben, à ce moment-là, n'hésitez pas à partager. Alors, d'abord, en fait, là, l'attention, c'est une fonction du cerveau qui va se développer graduellement. Donc, c'est à travers les expériences, les interactions et la maturité de l'enfant. Donc, souvent, on entend dire, ah, mon enfant est pas concentré, mais c'est quelque chose qui est pas inné, hein. C'est pas quelque chose qu'on a en soi, il faut le pratiquer. Donc, le plus qu'on le pratique, le plus qu'on va s'améliorer. Donc, la concentration, c'est une compétence cognitive et émotionnelle. Donc, elle va reposer là, sur ce qu'on appelle des fonctions exécutives. Donc, la mémoire de travail, la flexibilité aussi cognitive, être capable de s'adapter à différentes situations et le contrôle inhibiteur. Donc, ce que c'est en fait, c'est la capacité de ne pas se laisser distraire. Puis, ces fonctions-là vont se développer lentement jusqu'à l'adolescence. Donc, si on pense à un enfant de première année, c'est normal qu'il gigote. C'est normal que sa capacité de concentration soit moindre qu'un enfant, disons, de sixième année. Donc voilà. Donc, ces fonctions se développent lentement jusqu'à l'adolescence, voire au début de l'âge adulte. Donc là, ici, j'ai cité là, en fait là, des sources au niveau scientifique. Donc, ça dit que le contexte préfrontal, en fait, il est vraiment responsable du contrôle de l'attention, de la planification et de la régulation émotionnelle et n'est pleinement mature jusqu'à la fin de l'adolescence.
L'attention aussi va se nourrir beaucoup avec la motivation. Donc, quand l'enfant sent qu'il y a du sens à la tâche, qu'il y a du plaisir à apprendre, qu'il y a des défis aussi qui sont à la bonne mesure. Comme souvent on dit, un livre à sa pointure, hein. Quand les enfants vont à la bibliothèque, s'il choisit un livre trop facile, ben peut-être qu'il va s'ennuyer, mais s'il choisit un livre justement trop difficile, ah, ben dans les deux sens, la concentration va être plus difficile. Donc, trouver vraiment un livre à sa pointure. Donc, c'est un exemple là, qui me vient en tête. Puis l'attention, il faut se rappeler que c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui est entraînable, notamment là, par le jeu, la curiosité, l'apprentissage actif. Donc, en résumé, en fait, le cerveau va apprendre à se concentrer comme un peu il apprend à lire. Donc, souvent par la répétition, la motivation et la pratique. Puis, ce n'est pas parce qu'un enfant, il bouge ou qu'il rêve ou qu'il y a des idées qui est dans son monde. Ça veut pas dire nécessairement qu'il y a un trouble. Donc, c'est souvent simplement que le cerveau apprend encore à gérer l'information et les émotions. Donc, voilà pour cette première partie. Est-ce qu'il y en a qui voudraient échanger ou partager ou s'il y en a qui ont des questions, là, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça va nous faire grand plaisir. Alors, je vais Bonjour. continuer. Oui, oui, Oui. oui. Bonjour. Bonjour, je suis la maman de Saduma, Oui. Absatou. Euh, oui, je voulais, euh, en fait, Saduma, il a été diagnostiqué avec un psychiatre, non? Psychologue? Neuropsychiatre, ouais, neuropsychologue, ouais. Ok. Ok, oui, il a trouble d'attention et langagier. Mais Mhm. ça, on m'avait fait la remarque depuis je pense que depuis peut-être la première année, et ça continue et c'est, c'est vraiment difficile parce que moi, par rapport avec les profs, c'est comme si c'était une maladie Hmm. qu'il n'arriverait pas à se concentrer sans avoir pris la médication. Et moi, je suis pas pour la médication. Hmm. Donc, ce que je vois là, enfin, ça vient un peu me chercher parce que c'est quelque chose à ce que je me disais aussi que l'enfant, il peut faire sans être médicamenté, quoi, quelque part. Et en tout cas, je vais écouter la conférence jusqu'à la fin pour savoir quels sont les outils que vous avez parce qu'on nous avait donné des outils à apprendre, mais c'est vrai que avec l'école, c'est vraiment difficile en ce moment Mhm. et voilà. Le prof perd patience et je sais qu'il y a des moments où il peut se concentrer dépendamment de ce qu'il a, Hmm. mais voilà, il a 10 ans et je vois que bon, ça a quand même changé, quoi. Sa concentration a changé, comme j'ai dit, dépendamment dans, là où on l'amène ou qu'est-ce qui est en jeu. Mhm. Et par rapport à la lecture que vous avez dit, mentionné tout à l'heure, il a, c'est vrai, il lit beaucoup les mangas. Et au début, on m'avait dit, oui, son prof m'avait dit, bah, laissez-le choisir ce qu'il veut lire. Mais il lit beaucoup les mangas. Pour lui faire lire autre chose, c'est un peu difficile parce qu'il trouve ça ennuyant ou bien, je sais pas. Si, bon, ouais. Donc, pour l'amener à lire autre chose, est-ce qu'il faudrait quand même insister là-dessus pour améliorer sa concentration sur c'est sa concentration et sa compréhension, quoi, quelque part. C'est une question que je pose. Oui, ben merci là d'abord, merci de partager un petit peu là, ce que vous vivez, votre expérience, puis
C'est sûr que ce que vous partagez, ben, il y a beaucoup de familles là, qui le vivent. Donc, nous, en fait, notre rôle, c'est justement de vous écouter puis de voir de quelle manière on peut vous aider. C'est Mhm, certain qu'on n'est pas là, c'est pas nous qui faisons les examens en neuropsychologie non plus. Donc, après ça, c'est dans les mains aussi là, d'un autre professionnel. On va vous partager justement des façons aujourd'hui. Vous allez pouvoir les essayer. Prenez le temps de les essayer avec votre garçon, de voir aussi comment lui réagit face à ça. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il n'y a pas un enfant qui est pareil. On est tous uniques. Donc, quelque chose qui fonctionne avec un enfant peut moins bien fonctionner avec un autre et vice-versa. Après ça, il y a aussi la relation avec l'enseignante qui est hyper importante. Un enfant qui est investi dans des projets, s'il travaille en pédagogie par projet dans la classe, mais c'est sûr que c'est souvent les problèmes de concentration, ben, sont comme un peu inexistants ou beaucoup moins présents parce que l'enfant est engagé, l'enfant est motivé dans une tâche. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ça. Donc, je pourrais pas vous dire exactement c'est quel facteur pour votre garçon. Mais c'est sûr que le lien avec l'enseignant est un des facteurs là, assez Mm. importants. Après ça, des routines aussi qui sont stables, qui sont encadrées, les champs d'intérêt de l'enfant aussi. Donc, tout ça, là, ça entre en jeu avec la motivation, la concentration d'un enfant. Tout à fait. Puis si je peux rebondir là-dessus, merci d'avoir partagé. Puis, comme dit Sarah, c'est tout à fait une réalité qu'on entend au quotidien. Puis des fois, ce questionnement de savoir qu'est-ce qu'on met en place. Bon, il y a la médication, il y a un trouble, certes, oui. Et en fait, je pense qu'il faut juste le voir comme étant, tous les enfants ont des forces et des défis. Et votre enfant, ben, son défi, c'est la concentration. Il part déjà avec ce défi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se travailler. Au contraire. Un diagnostic de TDAH, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentif. Ça veut juste dire qu'il faut peut-être travailler plus fort au final pour réussir à l'être. Mais il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place, mais il faut accepter que oui, ça va être plus long, oui, ça va être plus difficile, puis oui, il va peut-être falloir ramer pendant longtemps, mais au final, comme dans n'importe quoi, c'est la constance, la persévérance qui vont montrer des résultats. Puis à un moment donné, ben, la médication, c'est ça. Nous, on se prononcera pas nécessairement là-dessus. C'est une décision personnelle que vous avez, puis avec le médecin. Mais il faut le voir comme n'importe quoi d'autre. C'est comme un enfant, par exemple, qui serait dyslexique. Les enfants qui sont dyslexiques, on a déjà fait un webinaire là-dessus sur les troubles d'apprentissage, comment favoriser bon, les bonnes pratiques de la lecture, de l'apprentissage. C'est sûr que l'enfant part avec une difficulté, ce sera plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de lire, au contraire. Et donc, même chose pour votre enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de se concentrer, ça veut juste dire que ce sera peut-être plus difficile. Il va falloir plus insister peut-être sur les choses qui fonctionnent pour lui, pour trouver qu'est-ce qui fonctionne pour lui, pour le concentrer. Puis vous parliez justement des mangas, puis j'ai envie de vous dire, hey, s'il aime lire des mangas, déjà, s'il aime lire, top. C'est Et une il aime lire, il a réussite. trouvé quelque chose qu'il aime lire, là, on aime ça, on est content. On continue de l'encourager. Let's go, vas-y, lis-en autant que tu veux. Oui, éventuellement, on veut diversifier la lecture parce qu'on veut qu'il fasse des connaissances, on veut qu'il apprenne autre chose. Mais si son goût de la lecture vient de ça, on va encourager ça au maximum parce que plus qu'il va développer ce goût de la lecture, il va développer sa concentration parce que je suis sûre que vous allez nous dire quand il lit ça, bon, il est concentré, il arrive à le lire. Et on se dit, ah, mais pourquoi quand il lit ses mangas, il arrive à être concentré pendant 20-30 minutes? Mais après, on lui montre une autre fiche, puis c'est plus difficile. Puis là, on revient avec ce que Sarah avait nommé un petit peu avant, l'aspect motivation. C'est que c'est l'attention et la concentration est très émotionnelle au final. Si on aime ça, si on est motivé, si ça tente à l'enfant, ben, c'est sûr qu'il sera beaucoup plus concentré. Donc, on essaye de valoriser le plus possible ce qui fonctionne pour que ça se construise, ça se construise, ça se construise, puis que ce soit assez fort pour réussir à amener d'autres choses que ça tente un petit peu moins. Donc, on parlera un petit peu plus tard justement des stratégies, mais merci du partage, puis je pense que ça réveille aussi chez certains parents beaucoup de vécus similaires. On a une autre main levée, Malika. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Absatou. Mes enfants ont commencé par lire des livres classiques. Et dès qu'ils ont découvert les mangas, ils se sont jetés dessus. Et maintenant, c'est difficile de les Hmm. remettre sur les livres classiques. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça, je vois quand mon fils les lit, il est hyper concentré, il est vraiment dedans et on ne peut pas l'en sortir.
mais en même temps, c'est compliqué quand à l'école, ils ont des livres, des vrais livres, avec des Mhm. pages et des pages d'écriture, il n'y a pas de dessin, et c'est compliqué de le garder attentif sur ça. Est-ce que vous Mhm. avez des stratégies? Ça m'intéresse. Mhm. Et puis pour revenir sur Absatou, j'ai remarqué l'année dernière, mon fils avait des difficultés aussi avec sa prof. Et j'ai remarqué que plus il y avait de la pression à l'école et à la maison, et moins il répondait aux Ouais. exigences, aux choses qu'on attendait de lui. Donc vraiment, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai soulagé à la maison, je le laissais tranquille, je soutenais. Et voilà, j'ai essayé de discuter avec sa prof aussi. Ça n'a pas donné de grands résultats, mais en tout cas, je pense qu'il s'est senti un peu mieux vers la fin de l'année. Mhm. Merci beaucoup du partage, Malika. Par rapport à la question que vous avez posée, bon, est-ce qu'il y a des stratégies justement là, pour aider quand il y a une lecture d'un roman sans image? Ben, je vous dirais que c'est sûr que le lire avec votre enfant, donc le lire à haute voix avec à votre enfant, en fait, en lui montrant aussi les signes de ponctuation qui vont être vraiment importants. Donc, de prendre des pauses après les points pour qu'on se laisse le temps d'imaginer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je vous dirais que ça, c'est une façon là, que votre enfant soit motivé. Donc, par exemple, vous lisez 2 pages, il en lit une. Ou après ça, vous lisez, je sais pas, une page, il lit la moitié ou vice-versa. Roche, papier, ciseaux, allumette, qui va lire la page en premier. Donc, d'intégrer ça, que ce soit vraiment ludique, amusant, mais surtout qu'on soit en mesure de comprendre, de se représenter qu'est-ce qu'il dit. Donc, souvent, ce que j'aime dire, moi, à mes élèves, quand je leur lis des livres, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, puis je veux que vous essayiez d'imaginer vraiment l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les détails des personnages? Quand on décrit physiquement un personnage, es-tu capable de vraiment le représenter dans ta tête comme un film un peu? Donc, à chaque étape du film, qu'est-ce qui arrive? Puis de cette façon-là, ben, c'est que l'enfant entre dans l'histoire et que là, on n'est pas juste sur le décodage des mots, on est vraiment dans la compréhension. Donc, si on passe, par exemple, là, aux élèves qui ont justement des difficultés avec la lecture, avec le décodage des mots, on va les aider souvent avec la synthèse vocale. Donc, une personne qui va lire l'histoire pour eux, parce que ça leur prend tellement d'énergie juste lire les mots séparés en différentes syllabes qu'ils perdent totalement le sens de l'histoire. Donc, la compréhension n'est pas là. Donc, en lisant avec votre enfant, ça motive aussi, ça fait en sorte que votre enfant va avoir moins tendance justement peut-être à se décourager. Donc, il va voir que vous êtes impliqué aussi dans ses apprentissages, puis ça fait Mhm. des beaux moments là ensemble aussi. Kali, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit quelque chose ou quelqu'un, sinon on va continuer. Je pense qu'on peut continuer. On parlera justement aussi de d'autres stratégies, mais tout à fait ce que tu as mentionné. Puis en fait, dans la stratégie que tu mentionnes, ce que je ressens, c'est vraiment l'importance de prendre le temps. Parce Mhm. que les enfants, quand ils vont lire bon, un livre plus classique, comme on dit, des fois, ils vont être dans cette mentalité, bon, il faut que je finisse la tâche, je dois juste le lire, mais pas prendre le temps de le vivre. Non, on veut prendre le temps de vivre ce qu'on lit, de vivre cette histoire, de l'imaginer. Euh, donc, de laisser aller où est-ce que ça va être, comme propose Sarah, de fermer les yeux, d'imaginer, c'est une très belle solution. Puis, si votre enfant a envie de le dessiner, puis d'imaginer l'histoire à travers ça, ben tant mieux. Puis, c'est pas grave, on continuera la lecture demain. Si ça lui a permis à lui de voir quelque chose, puis d'imaginer, de dessiner, d'en parler, ben, on a engagé son intérêt, puis on a engagé sa lecture. Fait que je dirais que c'est comme de trouver des stratégies pour le stimuler, puis lui faire aimer cette histoire-là. Oui, Mhm. Hélène. Oui, moi, ce que je regarde, par exemple, moi aussi, elle est en 5e année et elle a la synthèse vocale. Mhm. Ce que je m'aperçois, c'est qu'elle se plaint puis j'en ai parlé avec la prof, elle est avec Lexibar, c'est comme saccadé, c'est pas vraiment émotif, le Mhm. texte, c'est pas, alors ça devient que c'est très long. Admettons qu'elle a son texte qui a été mis, comme on dit, pas d'image, pas rien, 3 pages, Ouais. à lire, pour elle, de revenir dans le texte, faudrait Mhm. qu'elle se le fasse relire. Tu sais, c'est comme très difficile ensuite de l'avoir dans sa tête pour être capable de développer les réponses, puis fait que là, Mhm. moi, la prof, elle me dit, quand je lui ai dit ça, elle se plaint que elle me dit c'est très long parce qu'elle a une lenteur, c'est très long, très long. Mais là, elle a décidé de lui enregistrer. Fait que là, je vais voir, mais là, si elle l'enregistre, puis Mia, elle n'a pas la possibilité de suivre le texte,
Tu sais, on va voir comment on va s'adapter, mais il y aurait peut-être un peu plus d'émotion pour l'aider à se faire plus d'images. En tout cas, j'ai trouvé que la prof, c'était Ouais. vraiment une bonne idée. Elle fait déjà ça pour les dictées. Elle enregistre les dictées. Fait que Mia, c'est beaucoup plus lent. Fait qu'elle, elle peut l'arrêter, le réécouter, le refaire pour être capable. Tu sais, je vois qu'elle met quand même pas mal de choses en place. Mais je me demande, Lexibar, puis tout ça, ça va se perfectionner un peu plus à un moment donné. Hmm. Ben, tout à fait. Puis je suis très d'accord avec vous. Puis j'ai vu beaucoup ça aussi avec les élèves. Puis j'imagine que oui, au final, c'est que la technologie est développée au point est-ce qu'elle peut être développée en ce moment. Puis c'est un outil comme n'importe quoi. C'est pas parfait. Puis en effet, il manque tout à fait le côté émotivité, émotionnelle de la chose. Les enfants se font lire les histoires. Puis c'est ça, c'est saccadé. Donc, ça demande des fois plus de concentration, même, Oui. parce qu'ils doivent rester engagés dans quelque chose qui est pas stimulant d'entendre quelqu'un parler qui est une voix de robot au final. Mais oui, qui est Oui, ça monotone. lit, c'est Oui. ça, ça leur lit les mots, mais en effet, ça favorise pas la rétention parce qu'il n'y a pas l'émotion qui est associée. Donc, ben, chapeau à l'enseignante qui enregistre. Honnêtement, je pense que ça fonctionne. C'est sûr que ça va aider parce qu'en plus, l'élève a le lien émotif avec l'enseignante, puis on en parlait. C'est émotif, l'apprentissage, c'est émotif. Donc, si on associe des liens avec ça, c'est sûr que ça fonctionne mieux. Donc, donc OK. voilà, donc c'est sûr que l'Exbar, dans ce sens, ça aide, mais ce n'est pas miraculeux pour cette limite-là. Puis je pense qu'en ce moment, c'est juste que la technologie en est là, puis on peut pas encore intégrer l'émotion. Mais d'après moi, ça va au rythme que la technologie évolue, puis l'intelligence artificielle avec les synthèses vocales et tout. Probablement qu'il va y avoir de nouvelles versions. Tu sais, je suis pas mal sûre que ça risque d'évoluer. Je l'espère. Mais en effet, j'ai beaucoup aussi entendu ça d'enfants, d'enseignants, de parents, que les enfants se lassent au final d'écouter cette voix qui leur raconte les histoires parce que quand tu te fais raconter une histoire, t'as envie de te faire raconter une histoire. Oui, c'est ça. C'est Ça fait ça. pas ça, Lexibar. Ça fait pas ça, ça fait juste lire qu'est-ce que tu vois. Mais Donc, d'avoir son texte ouais. devant elle, moi, je voulais pas, je me disais, parce qu'elle, c'est difficile, elle a un trouble de langage aussi, de se retrouver dans le texte après. Au début, je me disais, ce serait peut-être bien, pendant qu'elle entend l'histoire, de surligner ou de voir des choses. Ou... Mhm. Après ça, je me suis dit, ça aussi, ça va lui demander de la concentration, ça va lui faire perdre le fil. Fait que peut-être plus à la deuxième, troisième lecture qu'elle se ferait faire, là, à Mhm. ce moment-là, elle pourrait prendre ses crayons puis avoir le texte devant elle puis regarder un petit peu comment elle pourrait se faire des petits bonhommes pour montrer, ben ça, Mhm. on parle de la petite fille, là, on parle du chat, là, on parle de, Mhm. c'est peut-être qu'elle pourrait s'orienter comme ça. Là, en tout cas, on est en train de développer ça. Ouais, mais oui, en effet, je proposerais plus qu'elle le lise plusieurs fois. La première fois qu'elle s'imprègne, en fait, de l'émotion Oui, de c'est ça, l'histoire, juste en puis faisant de se bien. faire Oui. raconter du contexte, puis après une deuxième lecture. Puis ça, au final, c'est instaurer des bonnes pratiques de travail avec les enfants, là, parce que de toute façon, on veut encourager les enfants à se relire, à lire plusieurs fois un texte. Des fois, ils ont de la difficulté à vouloir aller relire un texte. Donc, si on arrive à leur faire relire, puis qu'ils ont des tâches précises, OK, la première fois que tu écoutes l'histoire, parce que c'est ça, si elle se fait enregistrer par l'enseignante, t'as pas comme la synthèse vocale, les mots qui apparaissent. Donc, la Mhm. première fois que tu te fais lire l'histoire, tu t'imprègnes de l'ambiance, de l'émotion, puis de l'idée générale. La deuxième fois, tu peux suivre avec ton doigt. Puis la troisième fois, ben, tu peux l'illustrer, tu peux mettre des mots-clés. Puis à ce moment-là, ça, au final, honnêtement, c'est bénéfique parce que ça lui instaure de bonnes techniques de travail, de se relire, de relire une histoire une deuxième fois. Donc Puis tout à par fait. rapport, juste un petit, par rapport aux questions, tu sais, des fois, moi, je regarde ma plus grande qui est en secondaire 3, elle va aller lire les questions. Après avoir lu, ou même des fois avant d'avoir lu, elle va aller lire les questions pour savoir un petit peu plus comment s'orienter sur ce qu'il demande pour Mhm. répondre. Je sais pas, là, elle fonctionne comme ça, mais je sais pas si c'est Mhm. une bonne chose. Il y a tellement de pratiques différentes. Ouais. Oui, On peut pas vous dire vraiment qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est. Ça dépend tellement des profs. Il y a certaines profs qui enseignent différemment. Ça dépend de l'élève aussi. Il y a des profs qui vont remettre le texte, juste le texte. Il y a des profs qui vont remettre le questionnaire avant. Donc, je vous dirais que c'est variable. Après ça, c'est d'y aller avec ce que elle l'aide le mieux, en fait. Il n'y a pas une bonne Oui, c'est recette pour ça. tous les enfants, je vous dirais. Ce qui est bien, par contre, de Lexibar, c'est que, ou WordQ, c'est que l'enfant va suivre, les mots vont être surlignés. Puis ça permet vraiment là, un bon suivi de l'histoire. Donc là, à voir justement quand elle va se faire lire le texte, est-ce qu'au niveau du suivi, après ça, on peut mettre une règle, le doigt, tu sais, ça, c'est super important oui. justement. Autant là, de la première à la sixième année, surtout des élèves qui ont des difficultés, ben, de savoir où on est rendu là, avec le doigt,
avec justement le surlignage de mots avec la règle. Donc ça, là, ça peut être une belle stratégie, Oui, parce que ça Hélène, l'aide à après, explorer. elle, quand elle voit la question, à se repérer un petit peu plus dans le texte pour savoir à peu près où est-ce qu'ils sont les réponses. Mhm. Mhm. OK, Mhm. c'est bon, merci. Oui, puis après ça, il y a des réponses aussi qu'on appelle les inférences qui sont Ah pas oui, écrites dans le oui, texte. oui, oui, c'est Donc là, clair. il faut lire entre les lignes. Oui, oui, Ça, on pourrait faire un webinaire, Cali, sur expliquer les stratégies de lecture. Un prochain webinaire, ça Oui, pourrait être c'est vrai. intéressant. Mhm. oui. Oui, Ouais, Alors, en effet. je continue dans le fond. Bon, les points clés le point clé aussi à retenir. Bon, avant de chercher à corriger la concentration, mais on peut justement essayer de la comprendre. Donc, d'où provient la difficulté, puis de se rappeler aussi que chaque enfant a sa propre façon de s'organiser aussi mentalement. Puis ça, on aime bien le dire, le redire, qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Donc, chaque enfant est tellement unique, puis c'est justement d'aller valoriser aussi qu'est-ce qui fonctionne bien, puis bon, d'aller travailler aussi les défis. Mais je pense que c'est important aussi là, de se rappeler de ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour un enfant qui va fonctionner là, non plus pour les autres. Pour ceux qui ont deux, trois, quatre enfants à la maison, j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous avez vu. Bon, lui, il répond bien à ça, l'autre, un peu moins bien. Alors, bon, des signes, en fait, là, qu'on a écrit d'un manque d'entraînement normal versus des signes qui méritent une attention, là, d'un professionnel. Donc, un enfant, bon, qui a de la difficulté à rester concentré sur une tâche monotone, qui a des oublis fréquents, qui a besoin de bouger, de parler, de rêvasser, variabilité, parfois très attentif, parfois distrait, c'est quelque chose qui est normal. Ce sont des enfants aussi. Et puis même nous, en tant qu'adultes, moi, je me souviens à l'université, mon Dieu, quand la prof parlait pendant 2 heures, puis qu'il n'y avait pas de pause, mais j'étais partie dans ma tête, là, j'étais partie ailleurs, puis j'ai pas de déficit de l'attention quelconque. Mais à un moment donné, il faut que ce soit interactif. Moi, mettre un PowerPoint, puis lire le PowerPoint devant, il y a besoin là, d'un échange. Donc, il y a tout ça aussi qui est à prendre en contexte aussi. Ensuite, des signes qui méritent une attention plus professionnelle, mais si les difficultés vont persister. Donc, malgré l'encadrement qui est adapté pour l'enfant, qui est normalement là, supposé de fonctionner avec cet encadrement-là, qu'on a essayé, les difficultés persistent. Si ça a un impact justement sur les apprentissages ou la vie familiale, une impulsivité marquée, une agitation qui est constante, puis, quand on parle de souffrance émotionnelle, des frustrations qui reviennent souvent, découragement, donc là, on sonne une cloche, il y a quelque chose, il y a un besoin ici. Donc, l'enfant a besoin de soutien, a besoin d'aide. C'est clair, on met des choses en place, on a mis des choses en place, ça répond moins. Mais à ce moment-là, c'est là souvent qu'on va aller chercher l'aide d'un professionnel. Puis, des causes, en fait, là, souvent on pense pas nécessairement, mais qui peuvent vraiment avoir, qui ont en fait un gros impact là, chez les enfants au niveau de la concentration. Ben d'abord, est-ce que l'enfant a des pauses? Des pauses ou des jeux libres? Et quand on dit des pauses, on va en reparler un petit peu plus tard, où il ne fait rien. Rien. Pas de lecture, pas jouer un instrument de musique, pas être en train de danser, chanter, juste rien, être vraiment en observation, se détendre. Donc, on est dans un rythme de vie aussi où les choses vont tellement vite. Donc, c'est important de se rappeler aussi que les enfants, comme les adultes, ont besoin aussi des fois de se poser, de ne rien faire. Donc, est-ce que l'enfant a des moments comme ça dans sa journée? Ou des jeux libres, des jeux où on sort là, du cadre. Il n'y a pas nécessairement de règles au jeu. Il peut s'amuser, dessiner comme il veut. Ensuite, au niveau du sommeil, est-ce que l'enfant dort bien? Ben, c'est sûr qu'un enfant, bon, qui a des problèmes au niveau du sommeil ou qui dort pas assez, ben, la concentration, on le sait, c'est directement lié avec le sommeil aussi. Ensuite, l'alimentation aussi équilibrée ou non. Donc, un enfant, par exemple, qui va manger quelque chose de bien, bien sucré le matin, ben, c'est sûr que au niveau de la concentration, ça a un impact, là, c'est la réalité. Donc, l'alimentation, le Mhm. sucre, c'est prouvé dans les recherches, ça a un gros impact au niveau de la concentration. Donc, d'abord, tu sais, c'est de se poser les bonnes questions aussi, puis de mettre des choses en place pour essayer justement, avant de dire que c'est un trouble ou quoi que ce soit, ben, d'essayer de changer certaines choses là, dans notre quotidien. Ensuite, est-ce qu'il vit de l'anxiété? Est-ce qu'il y a un stress familial à la maison? Est-ce qu'il y a une surexposition aussi aux écrans? Donc, tout ça, c'est des facteurs qui diminuent qui ont un impact sur la concentration, l'attention de l'enfant. Et
Bon, je parle un petit peu de médication. Donc, il s'agit d'un outil qui doit être évalué avec discernement selon les besoins réels de l'enfant. Donc, nous, on n'est pas en mesure là, de dire ou un enseignant n'est pas en mesure de dire ou d'évaluer un enfant. Ah oui, il y a un TDAH ou non, il n'y a pas de TDAH. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas dans notre, cette balle-là n'est pas dans notre camp. Donc, c'est vraiment l'avis d'un professionnel. Nous, notre rôle chez l'éducation, c'est vraiment d'aider les familles à renforcer les stratégies d'entraînement cognitif, donc pour que l'enfant soit ou non médicamenté. En toute honnêteté, on travaille avec énormément d'enfants qui ont des diagnostics, un déficit du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, médicamentés ou non médicamentés. Pour nous, les enfants sont tous merveilleux, sont tous uniques, puis on les accepte comme ils sont, puis on est là pour les aider justement à trouver des stratégies, à se réguler aussi. Alors, Kali, je te laisse continuer. Donc, rentrons un peu dans ce cœur du sujet de stratégie. Puis, je vous invite aussi là, à participer si vous avez des stratégies à partager. Nous, on va vous partager des catégories de stratégies. Donc, on aimerait savoir aussi comment ça se passe dans le quotidien, puis vos observations aussi quant à ça. Donc, comme dit Sarah, la concentration, c'est quelque chose qui se travaille, puis on peut mettre en place des stratégies. Comme on a dit, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile, mais comme n'importe quoi, c'est l'implantation, puis c'est la répétition, c'est la constance qui va faire en sorte qu'on peut obtenir des résultats au bout du compte. Donc, au final, on se rend compte que qu'est-ce qui favorise l'attention? On revient toujours aux choses simples. Puis, au final, à chaque fois qu'on présente aussi des webinaires sur différentes problématiques, stratégies, troubles, etc., on se rend compte qu'on revient à l'essentiel. Donc, je pense qu'on a une question des fois à se poser comme adulte. Est-ce qu'on met pas de côté les choses qui sont le plus importantes, puis qu'on ferait naturellement? Comme par exemple, bon, créer une routine de travail claire et régulière. Donc, pourquoi c'est important? Parce que l'enfant apprend à se réguler dans le temps. Donc, d'avoir des routines le matin, après l'école, le soir, même heure, même lieu, même rituel de début. Donc, le cerveau aime la prévisibilité, puis surtout, ça calme l'enfant, ça réduit l'anxiété. Ça lui permet de savoir qu'est-ce qui s'en vient, ça lui permet de se projeter, d'imaginer. Donc, c'est comme s'il embarque naturellement un petit peu dans ce train-là. Donc, d'instaurer des routines, ce qui est pas chose facile chez les enfants, mais de vouloir instaurer des routines et d'être constant dans cette implantation-là va nécessairement favoriser leur attention. Donc, ensuite, on peut intégrer dans les routines des éléments directement en lien avec la concentration, puis le nommer, en fait. Donc, d'amener l'enfant à être conscient de que là, bon, on va faire quelque chose pour se pratiquer à se concentrer. Comme on dit ici, là, 10 à 15 minutes de concentration. Ça peut être sur une tâche quelconque, puis je vous propose que ce soit sur quelque chose qu'il a envie au début, justement de se concentrer pour favoriser son attention. Donc, ça peut être, bon, la lecture d'un livre, un dessin. Les dessins, on dirait que les enfants, s'ils s'embarquent dans un dessin, ils peuvent arriver à se concentrer plus longtemps. Bon, on peut essayer avec ça. Ça peut être une action physique, bouger. Ça peut être quelque chose de très simple. Bon, on va boire de l'eau, manger la collation, mais de le nommer, de dire, bon, là, on va faire telle tâche, puis on va se concentrer pendant 10 minutes à faire telle tâche. Donc, l'enfant va ressentir à l'intérieur de lui aussi, euh, peut-être des fois ses impulsions d'avoir envie de faire autre chose, d'avoir envie de dévier l'attention. Puis c'est correct, c'est 100% correct, mais justement de l'accompagner à l'intérieur. Ah oui, là, on aurait envie de faire autre chose, mais on revient. Donc, c'est de le structurer, de le cadrer, puis de laisser cette envie d'aller, revenir, mais de la ramener on revient à la tâche, mais que ça Mhm. vienne de lui au final. Donc, de l'éduquer à lui aussi, se rendre compte de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ah, j'ai vraiment envie d'aller faire autre chose, ou ah, j'ai plus envie de faire ça. Puis de l'amener à se rendre compte, ah ben oui, je suis plus concentrée, ça me tente plus. OK, bon, ben, ça me tente plus, mais on revient. Puis de l'amener à se réguler aussi avec ça, puis d'en prendre conscience, c'est dans cette routine. Euh, c'est la meilleure façon parce qu'au final, quand on est conscient de qu'est-ce qui nous arrive, on a beaucoup plus de contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Et donc, d'amener les enfants à être conscients de ce qu'ils vivent. Parce qu'au final, pour eux, au final, c'est naturel, c'est ce qu'ils vivent, c'est leur impulsion, puis c'est normal. Mais plus que tu es conscient de ce que tu vis, plus que tu peux avoir un impact sur. Donc, d'amener les enfants petit à petit, d'être conscient de,
Ah, j'ai plus cette motivation. OK, donc c'est un enjeu de motivation. OK, ben on va essayer d'aller retravailler cette motivation-là. Ah, j'ai perdu l'attention là-dessus. OK, ben c'est correct, on va juste revenir. Puis de montrer que c'est correct d'aller et revenir et de pas le, et non plus le, de pas le punir, de pas le voir comme étant quelque chose de mal, de comprendre ce processus interne puis d'apprendre à le réguler. Mhm. Merci, Cali. Puis j'ajouterais un petit quelque chose qui me vient en tête aussi. Métacognition. Donc, Mhm. ce que Calais a dit justement, amener l'enfant à faire une introspection sur lui. Puis ça, on est capable de le faire avec eux. C'est difficile pour les enfants de faire ça seuls, mais quand on pose les bonnes questions, on est capable d'orienter. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé facile de la tâche? De quoi tu es fier? Qu'est-ce qui a été plus difficile? Donc, de lui, en fait, se réfléchir à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est arrivé? Puis ça, on encourage énormément les enseignants, les parents à poser ces questions-là parce que ça permet à l'enfant d'apprendre à se connaître. Ça permet à Mhm. l'enfant de faire des choix qui vont être alignés aussi avec ce qu'il vit à l'intérieur de lui, avec qui il est en tant qu'individu. Donc, voilà pour ça. Je vais changer à la prochaine stratégie. Celle-là, c'est ma préférée. Donc, jouer à ne rien faire. Si simple que ça paraît, c'est la plus difficile. Et même nous, les adultes, on a de la difficulté à ne rien faire. Mais dans les faits, c'est tellement important, ne rien faire. Puis quand on parle de rien faire, c'est rien faire. Puis c'est drôle parce que des fois, on pose aux enfants la question, ah, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Rien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. Puis c'est pas vrai, ils n'ont pas rien fait. Ça, c'est pas rien. Rien, c'est rien. Donc, être présent, observer autour, attendre, attendre, prendre une pause. Et c'est là que l'imagination fluctue. Et c'est là qu'au final, l'enfant apprend aussi à s'autoréguler. On doit passer le stade de frustration parce que attendre, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Pour les enfants, attendre, c'est ennuyant, c'est plate. Ah non, j'ai pas envie. Je m'ennuie. Tant mieux. Il faut s'ennuyer parce qu'il faut vivre cet état de frustration. Parce qu'une fois qu'on va au-delà de l'état de frustration, mais c'est là que la créativité émerge et c'est surtout là que l'enfant apprend à s'autoréguler et à devenir patient, à vouloir se concentrer. Puis c'est là que ça s'active. Donc c'est tellement important de ne rien faire. Laissez vos enfants s'ennuyer, avoir une journée plate, ennuyante. Et c'est difficile, hein, parce que la réalité, c'est que même nous, les adultes, on a de la difficulté maintenant à ne rien faire. Puis des fois, je pense qu'on se dit que c'est correct qu'on se permette de rien faire parce qu'on se dit de toute façon, on sait comment faire. Mais la réalité, c'est que c'est une pratique, comme n'importe quoi, c'est une pratique qui se perd, puis c'est une pratique qui s'acquiert. Donc, Puis c'est tellement agréable. Moi, je trouve ça tellement agréable de rien faire. Je trouve que c'est s'offrir un cadeau, en fait. Si on pense aux hmm, journées de pluie, on reste bien confortable, on peut avoir un petit café, on passe à une journée de pluie la fin de semaine avec les enfants, on fait la grasse. Tout ça, ça fait partie aussi de ne rien faire, de passer du temps de qualité, d'observer, d'être vraiment dans un état de présence, d'être là. Pas penser à, oh mon Dieu, je dois aller faire ci ou on a ça à faire, mais de laisser un espace à l'enfant. Puis ça peut être aussi une routine que vous implémentez, puis vous allez voir au début, ça va être difficile. Votre enfant va vouloir faire quelque ouais, chose ou gigoter. Sont habitués comme ça. Ils sont habitués à être surstimulés. Donc, après ça, ça se pratique. Comme n'importe quoi. Apprendre un instrument de musique, au début, c'est difficile. Après ça, le plus qu'on se pratique, le plus qu'on devient bon. Donc, c'est comme ça un peu avec la concentration aussi. Le plus qu'on apprend à laisser du temps à l'enfant pour des jeux libres aussi, à laisser son imaginaire, ben, le plus qu'il va être en mesure de le faire aussi. Puis il va vous arriver avec des idées là incroyables. Ah, je pense qu'on devrait faire ci, ça. J'ai eu des idées parce que ça lui laisse aussi le temps d'aller dans ses pensées, d'aller à l'intérieur de lui à ce moment-là. tout à fait. Puis, j'ai envie de vous dire, on sait que c'est pas facile, puis on n'a pas tout le temps peut-être la patience et le temps et l'espace nécessaire pour gérer cette impatience de l'enfant. Donc, planifiez-le. Dites-vous, OK, aujourd'hui, à tel moment, je sais pas, on va chez le médecin.
un bon moment. On doit attendre dans la salle d'attente. Vous vous mentalisez puis vous vous dites, bon, on va pratiquer à rien faire. Donc, de savoir qu'on s'en va faire ça, mais vous allez être mieux préparé pour faire face à la frustration de l'enfant, à son impatience, à toute cette partie-là un petit peu désagréable, parce qu'après, bon, il va se calmer, l'imagination va arriver, mais il faut être prêt mentalement, parce que si on n'est pas prêt mentalement, ben c'est sûr qu'après, ben, pour nous aussi, c'est difficile en tant qu'adulte, puis on va trouver d'autres solutions qui sont transitoires puis qui sont temporaires. Donc, si c'est quelque chose qui est difficile avec votre enfant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est planifiez-le pour vous. Planifiez un moment que vous allez être prêt à vivre ça avec lui. Donc, vous savez que vous allez l'accompagner à travers cette boule d'émotions de up and down jusqu'à temps qu'il arrive à cet état de calme. Et honnêtement, c'est probablement la meilleure stratégie pour pratiquer l'attention parce que c'est quelque chose qu'on fait à répétition, à répétition, à répétition. Puis l'enfant va apprendre à ne rien faire et donc à observer. Puis l'attention va revenir de façon beaucoup plus naturelle. Puis c'est difficile, c'est vraiment pas facile, mais ça, c'est comme n'importe quoi. C'est comme la première fois qu'on va courir un 5 kilomètres, c'est sûr que ça va être difficile et qu'on va s'essouffler. Mais une fois qu'on l'aura couru une trentaine de fois, ça va aller beaucoup mieux. Il y en a qui voudraient partager ou ajouter, soyez les bienvenus. Alors, on Oui, continue. moi j'ai une petite Oui, question. vas-y. C'est quoi la différence entre, ben, moi je fais de la méditation, là, ça c'est une chose, mais c'est quoi la différence pour un enfant entre rien faire et un jeu libre? Mhm. Bonne question. Ben, en fait, c'est très similaire. Je dirais que ne rien faire, c'est l'approche au jeu libre, dans le sens que dans son rien faire, il peut décider de lui prendre son orientation puis d'aller jouer à quelque chose. Mais ne rien faire, ça nécessite rien matériel, on pourrait dire physique. Mais si lui, en ne faisant rien, il va dans sa tête puis il s'invente un jeu, on a gagné, là. C'est son jeu libre dans sa tête, tout à fait. Et je rentrerais méditation aussi dans une stratégie justement pour s'autoréguler avec les Mhm. enfants. Moi, j'ai enseigné la méditation, le yoga. Chaque élève, là, pendant 2 ans, mes élèves avaient un tapis de yoga, puis au retour du dîner, c'est ce qu'on faisait. Il y avait un temps de pause, revenir à soi. Puis ça, c'est magique parce que ça permet vraiment aux enfants, ils ont tellement vécu de choses à la récréation, au dîner, ils sont toujours en stimulation, des gens qui parlent, ça bouge, il y a des crayons qui, on s'entend là, sont 20 à 26 élèves à vivre ensemble, c'est une communauté d'enfants, il y a du bruit, ça peut gigoter. Donc, de leur permettre ce temps-là sur l'heure du dîner ou de leur montrer en fait que eux, ils peuvent le prendre aussi à n'importe quel moment. Ils sont capables de se fermer les yeux aussi dans la classe, de prendre une grande respiration s'ils sentent que l'émotion vient un petit peu là, les surcharger. Donc, en fait, c'est aussi d'enseigner à l'enfant d'être on est comme un guide, en fait. Les parents, vous êtes des guides pour vos enfants. Puis, le plus que nous, on leur montre comment faire, mais qu'on le fait avec eux aussi, on peut pas demander à l'enfant de ne rien faire ou de travailler sa concentration si nous, pendant que lui le fait, on est en train de faire autre chose. Donc, tu sais, il faut quand même là, garder en tête qu'on est des modèles. Donc, le plus que nous, on le modélise à l'enfant, puis attention, ça veut pas dire qu'on doit être parfait, hein. On n'est pas parfait, personne. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. Mais le plus qu'on le met de l'avant avec à l'enfant, donc par exemple, là, aujourd'hui, là, on va prendre un petit 10 minutes, là, on s'assoit ensemble, là, puis on fait juste respirer, puis on observe. On s'en va dans la nature, on va observer les flocons là, qui tombent de la neige. Donc, juste ça, c'est ne rien faire, en fait. C'est d'être en observation. Bon, peut-être le mot rien faire est peut-être plus être en observation de Mhm. ce qui se passe autour de nous, être en état de présence. Puis ensuite, ben, ce que ça fait, c'est que oui, il va y avoir des distractions, mais l'attention est capable de revenir aussi. Donc, c'est en fait de pratiquer quelque chose pour que l'enfant soit en mesure de le réintégrer par la suite dans son quotidien. Puis le fait de le faire à deux ou en petits groupes d'élèves, ben après ça, on est capable vraiment plus d'aller le faire en grand groupe. Donc, on se pratique, puis après ça devient de plus en plus facile. Tout à fait. Si on continue ici, donc, introduire des jeux d'attention. Donc, par exemple, bon, des petits jeux d'observation, des jeux de mémoire, les classiques
cartes à retourner, donc pour pratiquer justement cette fonction cognitive, des jeux chercher-trouve, des labyrinthes, des jeux de société, donc des jeux qui vont favoriser l'attention pour se pratiquer, bien évidemment, ou des activités physiques qui demandent coordination et précision. Donc, des activités comme la danse, il y a certains sports, un instrument de musique, par exemple. Donc, pour apprendre à poser son attention sur quelque chose, puis, bien évidemment, au début, c'est difficile et comme n'importe quoi, ben, on augmente cette pratique, mais cette pratique est dirigée, c'est une pratique dirigée vers une tâche précise. Donc, à ce moment-là, par exemple, si j'apprends un instrument de musique ou si j'apprends à jouer à un jeu, mon attention est focusée sur quelque chose. Donc, on développe ces outils-là, puis au final, ben, c'est des outils qui peuvent se transposer après dans d'autres situations. Puis on travaille en même temps la persévérance. Tout à fait. Parce que c'est pas parce Puis que c'est ça pas va ensemble, facile. ça va de soi au final, c'est ça, ça va de soi, l'attention, la concentration, la persévérance, parce que c'est pas Mhm. facile au début, mais on continue, on persévère. Donc, c'est un beau deux en un. Mhm. Et finalement, donc, valoriser les progrès plutôt que les résultats. Parce que c'est une démarche, au final. Il n'y a pas un but ultime. On va pas arriver à, je suis une personne hyper concentrée. On peut toujours s'améliorer. C'est toujours des hauts et des bas. Et même nous, en tant qu'adultes, on peut voir notre cheminement qu'on a eu à travers notre vie. Donc, c'est important de valoriser les progrès parce qu'au final, c'est ce qui compte. C'est ce processus-là. Puis c'est d'être engagé dans cette démarche. Puis, au final, on revient à l'apprentissage est émotionnel. Plus que l'enfant est engagé dans cette démarche, plus qu'il est conscient de ce qu'il vit et qu'il le travaille, et plus qu'on pourra voir d'amélioration. Donc, de célébrer les moments où il est resté attentif, même si ce fut bref. Et donc, pour lui, ça lui donne un petit peu de jus pour continuer. Donc, la confiance nourrit l'attention parce que justement, c'est relié à l'émotion. Donc, plus qu'on le félicite pour ses efforts de concentration, plus il aura envie de recommencer et de s'engager dans cette démarche. Donc, il ne faut pas qu'il le voit comme étant un grand mur impossible à franchir, comme étant pour lui un défi impossible et comme étant une barrière, mais au contraire, comme étant un processus et une démarche dans laquelle lui-même s'engage à travailler puis à s'améliorer de la même façon qu'on s'entraînerait pour apprendre à lire, à écrire, à faire une tâche, à apprendre un instrument de musique, puis on va apprendre à se concentrer. Donc, euh, donc voilà, vraiment valoriser les progrès parce que ça va être des progrès toute la vie et pour nous aussi, pour tout le monde au final. C'est quelque chose qui continue de se développer. Et comme on dit, c'est une pratique. Donc, une pratique, si on arrête de la pratiquer, ben au final, ça se peut que ça diminue aussi. Donc, d'être conscient des up and down, comme on dit, puis que c'est correct, ça fait partie du processus, mais de valoriser qu'on est dans ce processus-là. Et donc, qu'on Mhm. s'améliore, qu'on continue, puis que c'est correct, que ça se peut que ces mois-ci, ça a été plus difficile. Pas grave, c'est normal. Puis après, ben, on continue, puis on reprend l'important. C'est tout le temps la constance, puis d'évoluer, puis de pas se blâmer, de pas blâmer l'enfant si jamais il y a des moments justement qui sont plus difficiles. S'il est engagé dans cette démarche de lui vouloir progresser et persévérer, ben, on a tout. Puis nous, c'est vraiment là-dessus qu'on met toujours l'importance sur la confiance en soi. Si l'enfant a confiance qu'il est capable de s'améliorer, qu'il est capable de progresser, les progrès, les efforts, les apprentissages se font de façon naturelle parce que c'est comme si on était grand ouvert, porte ouverte pour que on évolue puis que les apprentissages viennent à nous. Mhm. Puis j'ai envie de dire aussi de valoriser, donc de célébrer les moments de réussite de l'enfant, mais de l'amener aussi à se célébrer. Parce que l'enfant, à un certain moment, il va falloir que lui aussi soit fier de lui. Donc, ça ne doit pas toujours venir de l'extérieur. Donc, on le fait, oui, on valorise, on encourage et de lui permettre aussi, tu sais, une petite phrase qui me vient en tête à chaque fois quand il revient de l'école, de quoi est-ce que tu été, de quoi est-ce que tu es fier aujourd'hui? Nomme-moi une chose que tu es vraiment fier, puis voilà, tu sais, juste Mm. lui faire nommer ça, c'est de la métacognition, c'est de l'introspection. Il va être en mesure de dire, ah ouais, ok, je suis fière parce que j'ai aidé un ami aujourd'hui euh, qui s'est blessé. Ou je suis fière parce que j'ai fait preuve de persévérance. Quand j'ai voulu abandonner, ah, finalement, j'ai décidé d'y aller. Donc, de lui faire prendre conscience pour que ça vienne éventuellement de lui-même. Exact.
Et donc, on vous a bâti un petit outil, donc, pour vous rappeler ces stratégies à faire avec votre enfant. Donc, dans la rediffusion du webinaire, on met aussi ce document PDF qui va être disponible et il sera également disponible dans l'espace parent si vous êtes abonné avec nous. Vous pouvez le télécharger, c'est en format PDF. Donc, on a résumé ça à 4 outils pour favoriser l'attention. Donc, est-ce qu'on arrive à l'ouvrir? Ouais. Ouais, attends, je vais l'ouvrir. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ben, en fait, Ok, on le voit pas ouvert encore. ok, attends. Juste- Est-ce que vous le voyez maintenant? Ouais. Parfait. Donc, pour favoriser l'attention, on se souvient l'importance de routines stables. À la même heure, même lieu, même rituel de début, 10-15 minutes d'attention, pause active. Puis ça, c'est important aussi, les pauses actives. Les enfants ont besoin de bouger. Donc, si par exemple, on les met sur une tâche pendant 10-15 minutes, ben après, on va bouger, on va changer pour être capable de mieux revenir. Deuxièmement, jouer à ne rien faire. Donc, observer autour, attendre, prendre une pause pour permettre à l'imagination de fleurir. Un 10-15 minutes. Des jeux d'attention, donc des jeux d'observation, des jeux de mémoire, les chercher, trouve, labyrinthe, un jeu de société. Et finalement, le plus important, c'est de valoriser les progrès, valoriser le processus. Donc, célébrer les moments où l'enfant reste attentif, même si c'est bref, parce qu'on se rappelle que la confiance nourrit l'attention. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut se rappeler que l'importance au final de tout, c'est de revenir à la base. Puis, au final, on l'a remis là dans ces 4 stratégies-là. Puis des fois, on a l'impression qu'on cherche des remèdes miracles pour quelque chose, puis au final, ben, la réponse, elle était déjà là. Donc, c'est des choses que vous pouvez facilement mettre en place avec les enfants, dans le sens que c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est des choses qui, si c'est pas implémenté, oui, c'est difficile à mettre en place, mais une fois que c'est là, ça dure et ça perdure et c'est ça l'important. C'est la constance, puis c'est d'essayer. Puis c'est de juste continuer à essayer, puis même si ça fonctionne pas, vous mettez en place un petit jeu. Il y a aucun intérêt, il y a pas envie de jouer. C'est correct. C'est pas grave. On réessayera un autre type de jeu ou on réessayera le même jeu, mais dans un autre contexte, à un autre moment, et peut-être qu'il portera attention. Donc, de pas se décourager non plus, puis de dire, ah, j'ai essayé ça, ça fonctionne pas. Il faut aussi continuer aussi, puis d'essayer de, des fois, juste varier le contexte, varier la présentation, puis ça finit souvent par fonctionner. Puis, ça me fait penser, par exemple, souvent, on pense, bon, j'aimerais, par exemple, être en meilleure santé, changer mon alimentation. Quelles sont des meilleures solutions? Puis là, on a 1 million d'informations qui nous arrivent, d'essayer tel supplément, telle chose, puis on finit par se rendre compte que la base, par exemple, ben, c'est de manger équilibré, de bien bouger, puis de dormir. On revient à la base, puis c'est ce qui fonctionne le plus parce que c'est ce qui peut perdurer dans le long terme. Au final, c'est la même chose pour l'attention. On revient à qu'est-ce qui est plus naturel. On y va avec des routines, on joue à ne rien faire, on favorise l'attention, on valorise les progrès. C'est des choses qui, organiquement, une fois qu'ils sont instaurées, peuvent perdurer dans le temps. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager quelque chose? On va passer à la dernière section là, du webinaire. OK. Alors, ben, je vais continuer en fait comment nous, en fait, on soutient le développement de l'attention chez les enfants. Donc, en fait, là, dans nos différents programmes, on a 3 programmes. On a un programme autonome, semi-privé et privé. Donc, il y en a ici, là, je sais qu'ils sont déjà avec nous, puis il y en a d'autres probablement pas. Je reconnais pas nécessairement tous les noms. Donc, le programme autonome, en fait, là, il va vraiment permettre à l'enfant d'avancer à son propre rythme. Donc, on le répète souvent, mais chaque enfant est vraiment unique. Donc, c'est des outils numériques, en fait, qui sont conçus justement pour maintenir l'attention et le plaisir d'apprendre. Donc, nous, on n'est pas dans ce qui touche à la performance. On est vraiment dans l'évolution de l'enfant. Donc, vous allez voir, là, on va vous montrer un petit peu la plateforme, mais c'est vraiment des capsules interactives courtes
amusante, ludique, il y a des jeux interactifs. Donc, l'enfant est vraiment présent dans ses apprentissages. Puis justement, des enfants qui ont une concentration plus fragile, ben, ça vous permet de segmenter, d'y aller en section. On n'est pas obligé de faire un cours dans la même journée. Au contraire, nous, dans les calendriers qu'on propose aux familles, on propose toujours un cours qui est sur 2 jours, justement, pour aller travailler tranquillement la concentration. Si on demande une tâche trop dure à l'enfant, il y a un découragement, la motivation descend, ça lui tentera plus. Donc, il faut vraiment ajuster à ce niveau-là. Et ensuite, on a notre programme semi-privé. Donc, celui-là, les parents aiment beaucoup parce que c'est une combinaison. Donc, c'est vraiment le tutorat et l'accès à la plateforme. Donc, on travaille en petits groupes de 8 élèves. Donc, pourquoi 8 élèves? Justement parce qu'on va avoir le temps que les enfants puissent s'exprimer, puissent essayer, puissent se sentir en sécurité. Donc, c'est vraiment un des avantages de travailler en petits groupes d'élèves. Donc, il y a beaucoup d'interactions aussi régulières. Il y a des jeux éducatifs qui vont entraîner justement la persévérance, la motivation, la mémoire. On travaille beaucoup aussi par pédagogie par projet. Le programme privé, c'est un accompagnement, celui-là qui est personnalisé. Donc, ça va être du 1 à 1 avec l'élève. Donc là, on parle là, vraiment d'un élève, disons, qui a un besoin spécifique ou que c'est plus difficile, qu'on sait qu'il a besoin là, vraiment d'un accompagnement 1 à 1. À ce moment-là, ce programme-là privé est adapté pour lui. Donc, on va vraiment être attentif au progrès de l'enfant. Donc, on va cibler des objectifs qui sont particuliers pour lui. Donc, on s'adapte vraiment au rythme de chaque enfant. Kelly, je te laisse continuer. Donc, au final, nos programmes visent à entraîner la concentration dans un cadre sécurisant, stimulant et joyeux, parce qu'on se rappelle que la concentration, c'est aussi émotionnel. Donc, on essaye de connecter cette variable émotionnelle à la concentration, puis que les élèves prennent plaisir à la tâche. Donc, entre autres, la relation enseignant-élève bienveillante agit directement sur l'engagement cognitif. Donc, ça revient à l'apprentissage est émotionnel. Si l'enfant a une belle relation avec l'enseignant, c'est plus facile aussi de se livrer à la tâche, puis de vouloir apprendre parce qu'il y a cette confiance, puis c'est un cadre sécurisant. Donc, on valorise aussi beaucoup ça. Donc, pour nous, tout passe aussi par la relation avec l'enseignant, la relation avec le groupe, puis que l'élève ait du plaisir et qu'il soit engagé dans la tâche. Donc, on travaille beaucoup le renforcement positif et la reconnaissance des efforts et la valorisation des progrès. Donc, on peut vous présenter rapidement notre plateforme. Donc, dans le fond, dans les 3 programmes que Sarah a énumérés, il y avait autonome, semi-privé, privé. Donc, la plateforme qui est aussi intégrée dans les programmes de tutorat, donc semi-privé, privé, comporte des cours de français, donc de la première au secondaire 1, sur l'ensemble du programme. Puis, on touche des compétences autant en lecture, écriture, stratégie de lecture, compréhension de lecture, grammaire, conjugaison. Puis, comme le disait Sarah, la façon dont les cours sont construits, c'est vraiment pour favoriser aussi l'attention de l'élève, parce que pour nous, c'est super important que les élèves soient motivés, tout d'abord. Puis, comme disait Sarah également, souvent, on va recommander de faire un cours, mais de le séparer en 2. Donc, de commencer la première partie le jour 1, puis de pouvoir le continuer le jour 2. Donc, on recommande pas que les élèves, tous les jours, fassent des cours. Au contraire. On a envie que les élèves fassent d'autres choses, qu'ils aillent jouer dehors, qu'ils s'amusent et que leur temps d'écran soit sur du temps éducatif. Donc, vous voyez les petites capsules vidéo ici, là, durent maximum 10 minutes. Puis, on les engage aussi dans une démarche qui est stimulante puis qui est engageante. Donc, dans le fond, dans chaque petit cours, c'est un voyage autour du monde. Donc, on a notre petite mascotte, le toucan de l'éducation, qui se promène à travers le monde et qui découvre un nouveau pays. Donc, l'élève est engagé également dans l'aventure, dans les apprentissages, puis ça donne du sens à qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, les petits jeux sont en lien. Donc là, par exemple, on part à la découverte de Cuba. On part à la découverte de Cuba dans ce cours sur le CEDU, le CEDUR, je pense. Oui, c'est ça, le cours sur le C. Donc, tout est interactif, c'est stimulant pour l'enfant. Il a le droit de se tromper. On lui offre les réponses par la suite, puis on l'encourage justement dans cette démarche. Donc, on passe beaucoup par le jeu, puis pour nous, c'est hyper important que l'élève veuille apprendre. Donc, l'objectif, c'est pas de faire subir les apprentissages à l'élève, au contraire, c'est que l'élève ait envie d'apprendre. Donc voilà, c'est vraiment notre mission chez l'éducation. On peut voir ici un petit exemple de jeu. Puis,
ce qui est intéressant, c'est que chaque cours est différent, chaque jeu est différent. Il n'y a pas un jeu qui revient une seule fois. Donc, pour les enfants aussi, il y a ce petit aspect de nouveauté, de découverte. Donc, à chaque fois, on se promène puis on s'en va dans un nouveau pays. Donc, c'est pas non plus redondant. Puis, il y a On voit l'espace ici. parent aussi, là, rapidement, mais Ouais. cet espace-là, en fait, on soutient beaucoup les familles. Il y a beaucoup d'outils, justement, qui vont vous aider ici. Il y a un cours qui donne énormément de stratégies pour aller travailler autant la lecture, l'écriture, des apprentissages par le jeu à la maison, la rediffusion des webinaires aussi, vous allez la trouver là. Donc, c'est une plateforme qui est facile là, à utiliser. Puis, donc, ça fait un peu le tour, là. On a les cours de la première. Ici, vous voyez, jusqu'à la sixième année, on travaille même avec secondaire un et 2. On a aussi les cours de bien-être aussi. Donc, il y a des cours de yoga, il y a des cours sur la gestion des émotions. Il y a des cours sur la confiance en soi, des cours sur la motivation. Donc, il y a vraiment là, tout le volet, oui, académique, mais il y a le volet aussi bien-être. Est-ce qu'il y en a jusqu'à maintenant qui ont des questions? Sentez-vous à l'aise, là. Échangeons. J'en aurais une. Euh, j'ai vu comme c'est correct que je peux parler? Oui. Bien sûr. Oui, ben OK. oui, Hélène. Oui, j'ai vu le C dur, le C doux, j'ai vu tout ça. Malgré qu'elle soit en cinquième année, c'est certain qu'il y a des apprentissages que la consolidation n'est pas faite sur certaines choses. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on recommence depuis le début? On fait quoi C'est une très belle question. Ben, en fait, c'est l'avantage du programme, je vous dirais. Parce que même si un élève est en cinquième année, on s'entend que ça veut pas dire que il est en théoriquement qu'il n'y a pas, disons, des besoins particuliers dans soit les graphèmes, les phonèmes, donc tout ce qui est les sons, la conjugaison. Donc, ce que ça vous permet, c'est d'aller cibler exactement ce qu'il y a besoin d'aller travailler. Donc, si justement le son, disons, la graphie du son est moins bien compris, ben, vous retournez dans le cours de première, vous allez faire ce cours-là, puis normalement, on serait en mesure, là, après le cours, d'avoir bien saisi. C'est du contenu qui est créé par des enseignants certifiés, expérimentés. Il y a des orthopédagogues, il y a des conseillers pédagogiques. Donc, il y a une structure pédagogique derrière ça. Donc, normalement, à la fin d'un cours, l'enfant devrait vraiment avoir bien saisi la notion. Puis, après ça, oui, on peut repratiquer. On peut y aller à son propre rythme, mais je vous dirais que c'est l'avantage de votre cocotte de cinquième. Donc, elle, s'il y a des notions justement de troisième, elle peut aller les refaire, les consolider. Nous, dans le programme, ce qu'on offre, en fait, c'est qu'on vous donne le calendrier. Donc, si votre fille, disons, est en cinquième, mais qu'elle est niveau de quatrième, on peut la mettre aussi dans un groupe de quatrième. Pourquoi? Pour qu'elle année. À chaque semaine, vous allez avoir quelques cours à faire sur la plateforme. Donc, on n'est pas dans la surcharge de l'enfant. Au contraire, là, on est vraiment dans quelque chose de ludique pour qu'on travaille la motivation. Mais si vous voulez, par exemple, faire des cours extra de première ou de deuxième sur des sons qu'elle a besoin d'aller travailler, vous avez accès à tout là, sur la plateforme. Donc, c'est à vous de voir justement quels sont ces défis, puis d'être capable d'aller cibler là, certains cours pour la soutenir. OK. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, écoutez, si vous voulez tester justement là, la plateforme avec votre enfant, donc nous, on offre aux parents, dans le fond, un 7 jours d'essai gratuitement. Donc, ce que ça permet, en fait, c'est d'essayer un cours de tutorat avec l'enseignante. Donc, voir comment votre enfant réagit, comment ça se passe en petits groupes aussi. C'est des petits groupes de 8 élèves. Donc, ça, vous testez un cours de tutorat, mais vous avez aussi l'accès à la plateforme là, pendant un 7 jours. Donc, on offre ça pour justement vous permettre d'avoir une idée du programme. Ensuite, on va aussi vous rencontrer. On va faire toujours une rencontre préparatoire où on va remplir la fiche de l'élève qui va être transmise à l'enseignante. Donc, il y a vraiment un support de la part Ouais. de l'enseignante avec nous. Vous avez des questions, vous nous écrivez. Je vous dirais que on est très, très proche des familles. Donc, on est là pour vous soutenir, pour que ce soit une charge moins lourde, que vous ne vous sentez pas seul là-dedans dans ce processus. Puis en fait, on fait vraiment le pont avec l'école. Donc, on est comme un triangle. Donc, on travaille tout le monde ensemble pour le bien-être des enfants.
Donc, n'hésitez Bonjour. pas. Oh, oui, allez-y, on vous écoute. Est-ce que oui, c'est un bon moment? Tout à fait. Oui. Ok, je suis désolée, ma caméra fonctionne pas bien, donc je vais y aller juste avec ma voix. Ben, tout d'abord, je veux vraiment vous féliciter. C'est superbe ce que vous avez monté comme plateforme. Moi, je suis orthopédagogue depuis 27 ans, puis je suis maman aussi d'un grand de secondaire 5 qui a un TDAH, une dyslexie, une dysorthographie, une dyspraxie. Donc, il y a eu un parcours vraiment pas facile, où il y a eu besoin de beaucoup, beaucoup de support de ma part, mais aussi de la part de plein d'intervenants, parce que moi, je suis la maman, là, je suis pas orthopédagogue pour lui. Donc, Ouais. je suis allée chercher beaucoup d'aide, comme vous pouvez l'imaginer, pour pas perdre ma relation là, avec lui non Mm. plus. Puis, c'est vraiment une approche que j'ai toujours privilégiée, là, l'aspect ludique, l'aspect intérêt, l'aspect... donc, puis j'ai plein de petits outils là, que vous avez mentionnés là, qui vont pouvoir m'aider autant avec mon grand que ma plus jeune. Ma plus jeune, elle a 12 ans, donc elle est en secondaire 1. Puis la notion de rien faire, c'est très, 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 très difficile pour elle. Dès Mm. qu'elle sait qu'elle va être dans un moment où elle n'aura rien à faire, donc attendre dans une salle d'attente, par exemple, tout ça, c'est très angoissant pour elle. Mais je sais pas, on dirait que j'avais jamais pensé à entraîner cet aspect-là ou que ça pouvait être vraiment, mais j'y crois vraiment, là, je suis comme. Donc, puis, moi, maintenant, j'ai ma clinique d'apprentissage, euh, et je vois vraiment, tu sais, j'ai tellement de demandes que je peux voir les élèves seulement une fois ou 2 semaines, ce que je trouve vraiment pas beaucoup. Mm. Euh, mais avec votre plateforme, je ne sais pas si vous accepteriez là, que je vous mette en lien avec certaines familles, que d'après moi, ils seraient vraiment partants là, pour essayer des outils que vous mettez en place. Du moins, peut-être faire partie là, de Mm. justement pouvoir visionner certaines vidéos et tout. Euh, voilà. Ben oui, tout à fait. Merci du partage. Puis, je comprends ce que vous vivez. Puis, ça va nous faire plaisir, justement, si vous voulez nous mettre en contact avec ces familles-là. Comme on a mentionné, on a différents programmes. On fait autant le suivi privé que la plateforme semi-privée. Donc, après, ça dépend aussi des besoins des familles. Ouais. Donc merci beaucoup. Puis, ça nous fait plaisir de vous entendre. Puis, ça me fait sourire à chaque fois. C'est dur rien faire. C'est tellement dur rien faire. Puis au final, c'est tellement engageant. Puis c'est tellement la chose la plus importante. Puis je Ouais. comprends que pour les enfants, ce soit difficile parce que la réalité, c'est que pour nous aussi, ça l'est. Mais peut-être Mm-hmm. que nous, on se le permet, pas qu'on se le permet pas, mais on a comme l'impression qu'on est capable de le faire. Donc des fois, on se donne pas rien faire, mais la réalité, c'est que c'est autant important pour tout le monde. Puis de montrer l'exemple aussi, ça aide aussi avec les enfants. Mhm. Vraiment. Ben, merci pour ce beau webinaire. Puis, comment on fait pour faire partie de votre plateforme? Dans le fond, c'est-tu un montant par mois? Comment ça fonctionne? Oui, ben en fait là, ce qu'on propose toujours dans le fond, nous on fait des appels avec les parents justement pour parler des besoins de l'enfant, pour être en mesure par la suite là de le référer dans le bon programme parce que vraiment disons que une famille qui font l'école à la maison, souvent ils vont aller prendre le programme autonome. Une famille que l'enfant a des grandes difficultés, souvent on va le référer vers le privé. Donc dépendant là des échanges qu'on a avec les parents, donc on est en mesure là de mieux référer. Puis, OK. en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, écrivez votre nom. Si vous voulez qu'on vous appelle ou vous aimeriez essayer le programme, on va mettre le lien pour l'essai gratuit de 7 jours. Donc, écrivez-nous votre nom avec le numéro de téléphone, puis on va communiquer là, directement avec vous. On va échanger avec vous au sujet de votre enfant. Puis, à ce moment-là, on va être en mesure là, de vous parler un petit peu plus de nos programmes. Les prix varient là, dépendant des programmes. Vous pouvez les voir aussi là, sur notre site Internet. Donc, OK. je mets le lien.
Donc, ceux qui ont un intérêt pour essayer la plateforme avec un cours d'essai avec une enseignante, vous pouvez écrire là, vos coordonnées, puis on va communiquer avec vous aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup. Merci, Ben, Mélanie. merci à tous vraiment là, de ces beaux échanges, puis de votre temps aussi, hein, de prendre ce temps-là pour vos enfants. Puis ça nous fait toujours plaisir là, d'échanger. Puis comme on voit ça, Cali puis moi, c'est vraiment un lieu d'échange. Tout le monde est les bienvenus pour partager votre réalité. Puis on travaille ensemble, on trouve des solutions. Puis souvent, les parents vont apporter justement eux-mêmes des choses qui fonctionnent dans leur milieu. Ensuite, l'autre parent peut l'implémenter. Donc, c'est vraiment là, un lieu d'entraide et d'échange. Saoudima. Oui, 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 allô? allô? Oui, bonjour, Oui, Madame Marie-Ève. bonjour. Bonjour à toute l'audience. Moi, j'aurais une question pour notre garçon. On a pris un programme, mais j'aimerais savoir le programme autonome. Justement, celui-ci, si on a un enfant à la maison, si on décidait de garder notre enfant à la maison, est-ce que chaque jour, c'est un programme qui est sur 5 jours d'école ou comment ça se passe, s'il vous plaît? Donc, en fait, nous, la plateforme, on la voit pas nécessairement là, comme un 5 jours d'école. C'est Oui, vraiment, je vous dirais, là, des modules complémentaires. Si vous faites école à la maison, la plupart des familles, ce qu'ils font, c'est vous avez la planification de qu'est-ce que vous faites, puis vous complémentez avec les cours. Donc, après, nous, d'accord, on vous fait un petit calendrier de suivi aussi de progression en fonction de votre enfant. Donc, on analyse les besoins, on voit où est-ce qu'il en est, pardon. Puis, on vous propose des cours en fonction de la progression. Donc voilà, vous, votre enfant est en quelle année? alors lui, il est en... Il est en quatrième année. OK, il est en quatrième année, c'est bon. Ben, exactement. Donc, en quatrième année, nous, les cours sur la plateforme, bon, il y a vraiment de tout, là, mais on mise beaucoup sur stratégie de lecture, compréhension de lecture, écriture, qui sont au final là, les compétences fondamentales. Mhm. Donc voilà, pour vous, c'est des cours que vous utilisez justement en complément parce que les petites capsules vidéo sont réalisées là, par des enseignantes, comme on disait. Donc, il y a toute la partie leçon, il y a la partie exercice également. D'accord. Ok. Parce que là, actuellement, nous, on a un programme, mais c'est pas celui autonome, hein. OK, Je sais vous pas êtes sur si. le semi-privé ou sur le privé? Écoutez, là, je sais pas le. Euh, Est-ce que vous avez les cours de groupe ou vous avez les cours privés Oui, avec le cours de l'enseignant? groupe, une fois Les par cours de semaine. groupe, exact. oui. Mais dans le fond, avec les cours de groupe, vous avez aussi accès à la plateforme. Donc, vous avez accès là, à l'entièreté de la plateforme, puis un calendrier qui vous est fourni, mais qui est un calendrier, dans le fond, mensuel avec les cours qu'on vous propose. Mais si jamais, justement, si vous êtes dans cette démarche et que vous faites école à la maison et que vous auriez envie d'un calendrier plus personnalisé, ben, je vous encourage à communiquer avec nous, puis on peut vous le faire. On peut vous faire un calendrier plus personnalisé, même si vous êtes dans le programme semi-privé. Ah, Ok, d'accord, c'est ok, parfait. Ouais, merci beaucoup. merci. Merci beaucoup, Merci. merci pour tout ce que vous apportez. Merci à vous, merci à tout le monde. Juste S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. une, Écrivez vos coordonnées si vous voulez qu'on communique avec vous, puis ça va nous faire plaisir. oui, je voulais juste vous remercier et puis remercier toutes les mamans qui sont venues. Et moi, personnellement, ça m'a donné le sentiment que mon enfant n'est pas hors du commun. Il n'est pas tellement bizarre comme enfin, j'ai eu ce ressentiment-là dernièrement et j'ai reconnu mon enfant parmi quelques témoignages qui ont été faits. Ça me soulage, c'est juste ça. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, Mélanie. Merci. Merci. Merci Bonne journée beaucoup, à tous. Eliane. Merci. Bonne journée. Bonne journée.